Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 26 septembre 2022 et c'est le moment auquel je parle. C'est le moment où je parle après. La podcast, aujourd'hui, je vais commencer donc la podcast. Encore la deuxième fois, cette série de la peste, la prente d'une tueuse. Premier épisode, l'itinéraire d'une épidémie. Et j'espère que ça vous plaira. Et ça va commencer plus tôt. La grande peste. C'était à Wuhan. Apparent d'une tueuse. Premier épisode, itinéraire d'une épidémie. Voilà, je suis à la fenêtre de la salle de bain. Normalement à 21h, il y a la sirène d'alerte de confinement qui va se mettre. Une des caractéristiques au fond de la crise que nous vivons aujourd'hui, je vais parler de la crise de Covid, c'est que nous vivons en direct la maladie, une maladie que l'on identifie, que l'on reconnaît, mais il y a une instantanéité de l'affection et de la connaissance. Alors qu'il faut comprendre ce qui se remet dans la condition historique, ou si vous voulez, quand on parle de la peste noire, nous parlons de quelque chose qui a produit de la mort de la moitié, peut-être plus, de la population européenne, sans aucun moyen de comprendre ce qui se passait. Si on voulait vraiment être rigoureux, on ne dirait pas un terre est mort de la peste, mais un terre est mort de ce que nous appelons aujourd'hui la peste. Comme ça les effrayait, comme ça ne fait pas ce que c'était, ils appelaient peste, ce que vous aimez lire. Mais ce n'était pas la nôtre. Donc, c'est ça qui est compliqué, ces mêmes mots pour désigner des choses qui sont radicalement différentes. Le fait de savoir et le fait de ne pas savoir. Il ne savait pas, absolument pas, ce qu'était la mortalité qu'il est fiché. Et c'est pour ça qu'il appelait pestis. La peste! Entre 1946, dans le pays d'Orient, un homme qui a une mystérieuse maladie qui entraîna la mort subite. Pendant longtemps, on parlait de pestilence, de mortalité, de maladies de bosse, rarement de peste ou de peste universelle. Parfois, il disait grande mortalité, car la plus mortelle, c'est bien elle, la grande peste du milieu du XIVe siècle. Celle qu'on a appelée plus tard la peste noire. Et je le sais parce que le grand peste, c'est moi. Les hommes et femmes étaient stupéfaits, ils tombaient comme des mouches. C'est l'histoire que je vais vous raconter, parce que l'histoire, ce qui s'est passé aujourd'hui, vous aidera à la comprendre. Pour commencer, j'ai beaucoup voyagé. Je suis venu d'Asie et mon passage sur le Tartare n'est pas passé inaperçu. Une colonie le Tartare. Et les marchands chrétiens étaient si terrifiés qu'ils sont fuis à Kaffa, une colonie fondée par les Gémeaux. Mon Dieu, si vous avez vu comment les Rastata païens ont soudé la ville de Kaffa et ont piégé les chrétiens. Mais voici qu'un jour, toute la mer fut touchée par une maladie qui a gagné le Tartare. On a tué des milliers chaque jour. Je n'ai l'oiseau, on est là, au bord de l'eau, on voit un grand paquebot rouge qui s'en va.
généraux et les médiévistes. L'enseigne ailleurs, c'est le fait qu'il n'y a pas de chemin de la Perse, c'est pour ça qu'on va aller vers. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire? On est à l'entrée du vieux Parcelle de Marseille, en ligne port médiéval de Marseille, ce n'est plus de Saint-Jean, en face c'est tout le baillis de Marseille, qui était situé à la mur de la ville. Alors, port de Marseille, au milieu du XIVe siècle, était encore important, même s'il a décliné, depuis le XIIIe siècle, réseau du commerce à la fois d'Italie, du Nord, notamment du port de Gênes, et puis de la côte catalane. C'est là qu'en novembre 1347, des navires en provenance de Gênes introduisent pour la première fois les bases de la peste à Marseille. Alors, Basset a suivi les itinéraires des navires génois et puis le grand comptoir génois de Caffa en Crimée via le comptoir génois de Péra en face de Constantinople, puis via Messine jusqu'au port de Gênes et ensuite dans tous les ports avec lesquels, notamment Marseille. C'était comme si des flèches tombaient du ciel pour frapper et écraser l'arrogance des Tartares. Ils mouraient dès que des signes de maladie apparaissaient sur leur corps. Gonflement blessé de sanguin, suivi d'une fièvre putréde. Les Tartares mourront, embrassés stupéfaits par l'immensité du désert provoqué par la maladie, les vers le siège. Mais avant, ils ordonnaient que les cadavres soient placés dans des catapultes et lancés dans la ville, dans l'espoir le plus auteur de tuer tout le monde intérieur. Des montagnes de morts étaient jetées dans la ville, et les chrétiens ne pouvaient ni cacher, ni fuir, ni s'échapper. Voilà, aucun singe n'a réchappé, des morts par milliers, des symptômes spectaculaires. Je suis pas allé ma morte. Et Gabriel de Mésis, le notaire de plaisance qui était retenu mon itinéraire à l'époque, a fasciné une histoire devenir mythologique. Au départ, c'était simple. Au départ, cette maladie, elle se racontait à hauteur d'hommes. Et les femmes et les hommes qui en étaient victimes. Alors lui, c'est Bertrand Boucheron. C'est un médecin, il est spécialiste de la ville et n'a été livré parce qu'il peut donner un cours sur au collège de France. Et comme c'était terrifiant, il ferait début de tout aussi effrayant d'aller trouver Zemmour dans une scène de guerre, du siège, des cafards, des catapultes, des cadavres empoisonnés, des trafics, des bâtons, des puissances commerciales, des colonies. Et alors, on voyait arriver les mâles par les ports. Et justement, si on remonte cette histoire des bâtons, d'où la tient? L'ancien dans la reçu seul. Et ce témoignage unique du siège des Cafans, ce n'est pas vraiment un des témoignages. Guillaume Médicis n'a pas été témoin de la scène qui raconte. C'est une reconstitution poétique par quelqu'un qui est très loin du théâtre des opérations. C'est un notaire de plaisance qui cherche ou qui va exprimer ce qu'il sait par l'image la plus frappante, la plus effrayante. Ce qu'il sait, c'est que la peste vient des bâtons sous des raisons commerciaux génois à Merlanois. C'était très probable aussi. Bientôt, le cadavre ne puait sur l'air et empoisonnait l'approvisionnement en eau. La puanteur était aussi écrasante qu'à peine un seul plusieurs milliers de mesures de fuir ce qui restait de l'armée tartare. De plus, un homme infecté pourrait infecter des personnes liées par le cerf local. Je ne sais pas si n'a pas existé le siège des Caffa par les troupes mongoles. Je dis que, comme souvent, l'histoire, c'est la trace d'une intrigue qui doit nous conduire vers peut-être autre chose. Les Mongols, ils sont porteurs dans l'imaginaire occidental d'une frayeur guerrière et apocalyptique. Quand ils sont parus dans les années 1220 au bord du monde, eh bien, ils ont été immédiatement assimilés à Gog et Magog qui est allé ouvrir les portes d'enfer
des reins d'enfer et se déverser sur l'Occident. Donc, le Mongol, c'est le nom du peuple de l'Apocalypse qui va précipiter la fin des temps. C'est la peste, donc c'est de ce qui fait peur. Depuis le 3e siècle, c'est le Mongol. Donc, vient le Mongol. D'une certaine manière, n'est pas un reportage ce qui est lié à Kaffa, mais nous documente sur l'effroi que dans l'Italie, cette maladie est nouvelle et inconnue suscite. Avant le doute de fait sont à la fois les routes des armées mongoles et les routes des marchands. Par l'Empire mongol, commerce asiatique. Comptoir commercial des Crimées, des nuits, il y avait au XIIIe siècle, par la cité des jeunes, où se retrouvent des marchands de toutes les nations marchandes de ces parties du monde au Moyen-Âge. Ce sont des itinéraires à la fois des armées, des marchands qui ont rendu à la dissémination rapide de l'épidémie. Or, parmi ceux qui s'est échappé des cafards en bâton, il y avait quelques morts qui avaient été par la maladie vénéneuse. Certains bateaux partaient pour Gênes, d'autres allaient à Venise et d'autres allaient des régions chrétiennes. Chaque ville, chaque village était empoisonné par la peste contagieuse. Quand une personne avait contracté la maladie, elle empoisonnait toute sa famille alors même qu'il tombait et mourait. Ainsi, la mort entrait par la fenêtre. Ils sont dépeuplés. En partie légendaire, à se méfier, reconnaître des motifs imaginaires et donc le décoder sur le plan historique, mais il le recode aujourd'hui. C'est-à-dire que cet épisode, il dit quand même quelque chose sans doute de la diffusion de la peste, mais pas comme il prétend le dire. Mais pas comme un acte de guerre qui fait du corps stupéfié une arme bactériologique, mais comme un transfert de l'agent pathogène, vraisemblablement comme de ce côté-là. C'est vrai, un rapport avec de grands mouvements de population en Asie centrale. Dispersion de la peste à partir de 13h47, on peut remonter plus loin dans le temps et surtout remonter les pistes dans l'espace vers les foyers probables de la pandémie de peste au milieu du XIVe siècle. On sait déjà que l'année précédente, en 1346, les grandes villes de Valgoroa, qui sont les grandes villes de ce royaume mongol qu'on appelle Ordodol, la capitale notamment Salai, mais aussi la ville d'Astrakhan, sont ravagées par la peste en 1346. On peut trouver un jaloux intérieur en se rendant dans une oasis d'Irak Barash, où des cimetières monastiques et des communautés chrétiennes historiennes ont été étudiées à la fin du XIXe siècle par des archéologues russes. Une évidence sur mortalité dans ces communautés historiennes à toutes les années 1369. Souvent, on m'appelle la grande peste de 1347, mais ce n'est pas ma vraie date de naissance. C'est juste le récit raconté du point de vue européen. Alors, on peut tenter d'inventer les faits pour en trouver un peu de l'époque et une date. On pourrait dire que c'est 1338, dans une siècle tremblement, l'acte d'Arctique, non seulement en français de la Chine, de Kazakhstan et de Kazakhstan. Mais c'est pas encore ça. On peut remonter encore un peu plus loin. Si pourtant député que le bacille de la peste et Synapestis se maintenu à l'état endémique dans des populations de rongeurs calmement tous les gerbilles, et c'est probablement sur le plateau tibétain que Synapestis a connu une mutation, une polytomie liée peut-être à un changement climatique ou un changement entre animal provoquant la disparition
conduit les premières attaques contre les cités de Tibère, dans les années 210. Ils ont dû faire face à des maladies inconnues foudroyantes. Est-ce qu'on a déjà là une première apparition de la peste depuis d'un siècle avant la grande pandémie du XIVe siècle? C'est là aussi une hypothèse de recherche actuelle. Aujourd'hui, on se pose la question, ça veut dire cosmique, de qu'est-ce qui a précipité cette espèce? Ce sont des expressions qui, évidemment, étaient lointaines. Maintenant, évidemment, depuis la crise sanitaire du Covid, on sait tout, on croit tout savoir sur les passages des épisodies à l'épidémie, le plus souvent, sans changement climatique environnemental. Donc, on était sagement sur les bateaux de marchands génois et nous voilà transportés très en haut dans les étoiles, dans le rayonnement cosmique qui va changer les conditions climatiques du monde autour du très en bas, si je veux le dire, dans la paléogénomique, dans un genre pathogène et un signe pestis. Et au fond, ce sont tous ces échecs qu'il faut tenter de combiner pour saisir le début de la peste. La dite mortalité du temps commence en fidèle, puis monte en Italie, très à travers Montaravi, où il frappa quelques gens de seigneurs cardinaux, elle releva toutes les familles. Puis, par la Gascogne et l'Espagne, petit à petit, de village à village, de rue en rue, jusqu'en Allemagne. Mais elle toucha moins que nous, Jeanne de Venette. Alors, de la même manière, l'épidémie remonte à l'endroit commercial et les cités italiennes sont très rapidement, en tant qu'elle était 1348, elles ont interconnexion, la densité et les échanges de liés entre elles. Les pays allemands sont probablement à la fois par d'ici et depuis Venise, et puis à temps par l'ouest, depuis le royaume de France. Une fois, un rôle très important de voir que ne suis pas nécessaire. Sans doute un temps, puis Bordeaux. Bordeaux qui faisait partie de loin d'Angleterre, le nord de la France actuelle, la région qu'elle est, en temps depuis l'Angleterre. Le Créy fait partie du domaine de l'Angleterre. La peste était à Paris à l'été 1348. C'est vrai, je m'en souviens. Et là aussi, les Parisiens étaient fauchés comme jamais. Les cloches de Notre-Dame ne m'arrêtaient pas de sonner, on évacuait les morts par la Seine vers Colbert. Ainsi, des habitants évacués, parfois en enterré sans semaine par jour. Alors, je vais partir. Mais il y a aussi des endroits que je n'ai pas resté à attendre. Trop loin de l'autre, de vrai, tant par clavier, en Finlande, en Islande, dans quelques vallées des Pyrénées. Même des choses que je ne m'expliquais pas, que je suis pas passé par comme patron. Mais là aussi, les endroits où l'on ne sait pas. Est-ce que j'y étais, est-ce que je n'y étais pas? La peste sème l'effroi et la mort. Elle a commencé dans les pays d'obscurité et a couru pendant 15 ans. La Chine ne fait pas épargner et ne peut empêcher qu'elle pénètre dans ses forteresses les plus puissantes. La peste affligea les Andes et ravagea le Sud. Et ces Indes assemées qu'elle affirma dans le piège du pays des Ouzbeks. La peste augmentait et s'étendit plus loin. Elle attaqua le Perse. Tandis ici des pays de Kitaï, au loin la Crimée. Elle fragea la Rome et le Juif de l'archipel. La peste détruit de tous au cœur. Elle jeta les yeux sur l'Égypte. Elle anéantit tout mouvement à Alexandrie. Puis il se tourna vers la haute Égypte. C'est un nombre d'auteurs égyptiens bien enseignés en réalité égyptienne mentionne le ravage de la peste en Éthiopie et l'interconnexion des proto-éthiopiens dans la région
islamique du bassin la mer Rouge expliquerait autrement que ces régions étaient atteintes par la peste. En effet, l'univers source et les travaux de Malheur Dora ont montré que finalement, la raison pour laquelle la peste n'avait pas émis en devinance en Éthiopie pour cette période jusqu'à présent était liée au fait que personne ne savait pas poser la question. Il est anthropologue, un archéologue, le spécialiste de l'Afrique médiévale et du Ghana et cherche la trace de la peste. Le cas éthiopien est vraiment intéressant, je crois, non seulement parce qu'il existe des sources secrètes, mais parce que également que l'arrivée de la peste coïncide avec l'adoption de nouveaux saints par l'Église éthiopienne et notamment des saints pesteux qui sont connus en Europe et qui viennent d'Europe et qui viennent de l'Italie plus particulièrement, qui sont portés en Éthiopie à cette période pour lutter contre la maladie. Donc dans un effort de spiritualité pour résister à cette maladie. Je pense à Saint-Roch en particulier, mais aussi Saint-Sébastien. Priez pour nous, Notre-Dame, priez pour nous. En revanche, l'Afrique au sud du Sahara a le théâtre de connaissances. Il ne semblait pas avoir été atteinte par la peste. Pour les cités sahariennes, notamment des cités de la boucle du Niger, on sait qu'elles sont régulièrement en relation avec les grands centres urbains d'Afrique du Nord et surtout avec la capitale égyptienne, laquelle, à cette époque, a été même ravagée par la peste. Est-ce que nous avons là une exception liée au climat, liée peut-être aux différences écologiques, ou bien nous simplement un manque qui est lié au fait que nous n'avons pas de sources écrites pour cette période pour l'Afrique subsaharienne. Si vous voulez, je me suis posé la question à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison valide pour expliquer que la peste ne se serait pas répandue dans le reste de l'Afrique à cette période. Je ne déduis que la maladie avait peut-être impacté l'Afrique subsaharienne, mais qu'en effet, on avait un problème d'invisibilité de cette crise liée à l'absence de sources traditionnelles qu'on utilise pour la peste. Et du coup, l'utilité de se tourner vers d'autres sources. J'ai découvert un site archéologique au Ghana qui ensuite, un vieux particulier, sont des villages entourés de fossés. Et en travaillant sur ce site, ça s'appelle la Kukroa, dans le sud du Ghana, je me suis rendu compte qu'il y avait, disons, un abandon de ce site au XIVe siècle. Et je me suis rendu compte également que cet abandon n'était pas restreint au site que j'étudiais, mais que ce type de site avait été abandonné dans la région, disons, à peu près à la même période. Donc j'ai commencé à réfléchir, sur des crises régionales, et en comparant un petit peu avec, disons, l'histoire globale, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait là un écho qui était lié à la peste. Et c'est vrai que l'abandon de cet habitat, c'est un réflexe assez bien connu, assez bien documenté. Lorsqu'on fait face à une mortalité inédite, on voit une crise politique d'une certaine manière au travers de cette géographie changeante de grands centres de pouvoir sans centre. On voit également émerger de nouvelles entités politiques, de sortes de cités-États que l'on voit très bien émerger dans le contexte archéologique parce que les entourent de grandes enceintes qui n'existaient pas auparavant. Il nous manque des éléments probants.
c'est-à-dire éventuellement des races humaines dans lesquelles on pourrait isoler de la dénoncier et Synapestis, des pathogènes responsables de cette maladie. On n'a pas encore ces preuves en Afrique. Pour l'instant, véritablement, pour moi, la peste, c'est une hypothèse de travail. Je pense qu'il faut en effet faire aussi attention, il ne faut pas tout à coup, toute anomalie, toute crise dans l'histoire de l'Afrique au XIVe siècle devienne une conséquence de la peste. Maintenant, pour ma part, je ne voudrais pas me priver de cette hypothèse de travail parce que, une fois plus, elle convient assez bien à ce que je sers sur le terrain. Je pense tout particulièrement aux bronzes qui ont été trouvés sur le site d'Ileifi, qui sont donc des objets qui étaient très précieux à cette époque, qui sont cachés par les gens qui passent de cette ville avec l'espoir sans doute de revenir, qui ne revient jamais. C'est-à-dire qu'on a effectivement des descriptions d'épidémies dans les années 1340, mais il s'agit que de mentions génériques d'épidémies. Et là, les sources écrites ne donnent pas l'argument suffisant pour conclure une diffusion effective de la pandémie de peste en Chine dans ces années 1340. Il y a donc ici une énigme, en sachant que des bouleversements sociaux et politiques est grave à partir du début des 140. La chute de Yuan n'est pas non plus exclu que ce bouleversement soit lié à la déstabilisation pénétrée par la peste. C'est que parfois je n'ai pas reçu de traces et n'a rien écrit, ou bien c'est que rien n'a été gardé pour les historiens de ajouter. Puis parfois, de certains endroits reculés, je suis arrivé bien plus tard. Par conséquent, à partir du moment où la dispersion de l'épidémie, comme ça dit temps, il met en évidence aussi des zones plus enclavées où l'épidémie tarde à arriver. C'est le cas notamment des pays russes, de grandes villes russes qui ne semblent attendre qu'assez tardivement, en même qu'ils font du domaine de la Rhodope qui sont soumises au royaume mongol de la Rhodope, soit au temps de l'année 1346 ou l'année 1347. La première mention date de 1341 pour Moscou et Kiev, 1347, 1343. L'enclavement de ces villes dans les réseaux commission du temps. Ainsi, généralement, première flambée, on a le premier retour de peste qui montre que le basile continue également à circuler, qu'il est en train de se de manière endémique dans certaines régions de Méditerranée ou de révolution. Que je finis par m'enseigner, je fais déposer, je suis ailleurs tous les 10 ans, parfois moins, parfois plus. En tous les cas, en Europe, je suis resté jusqu'à la grande peste de Marseille. Mon terrain a duré 400 ans. Ce qui m'arrête de l'agrément qui a traumatisé des populations de mémoire, c'est la mort en masse, une mort infatigable qui a tué peut-être un tiers de l'humanité. Mais comment compte? Merci à Jean Roseau, Patrick Boucheron et Gérard Chroix. Lecture Sarah Chemette et Eric Sommacaret. Documentation Antoine Virgos. Prise de son Yves Léos, Christophe Papon et Gilles Gallon. Mixage Eric Bosson. La grande peste, la prendre d'une tueuse, d'une épidémie, Penny Cavron, Anne Perez. Merci aussi à vous d'avoir suivi moi. C'était moi, Me and You Learning French. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps comme souvent. Alors, je vais arrêter ici. Merci, ciao, à bientôt.